Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, Je suis pas une poule, hein, c'est bon. bonsoir monsieur. Vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Il doit y avoir des limites. La bravitude. La réalité dans le monde, c'est que... Putain, être américain, c'est la classe. Les Français ne les supportent plus et je les emmerde. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Qu'est-ce que j'entends? J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Le problème, c'est comment on le fait. Moi je suis pas pressé, voilà. Putain, je suis français. C'est la classe. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste. Ta gueule. Yo, salut les gens, bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale. Une émission spéciale, monsieur Brume, comment cela se fait-il? C'est parce que c'est l'émission spéciale de la saison 2. Oh, la première émission spéciale du service anti-violence. Énorme. En fait, c'est une émission sans chronique. Une émission où on va avoir un seul sujet et très peu de digression. Alors un truc où on est focalisé. Donc c'est le moment de vous taire. Une émission sans chronique, mais avec un objectif. 10 000. Pourquoi 10 000 ? Eh bien, parce que nous avons un certain respect pour la fonction de présipotent de la prési publique. Et quand notre présipotent fait un discours important à l'école de guerre, eh bien, nous tenons à ce que chacun le sache et que tout le monde le regarde. Oui, mais nous, on veut le battre. Nous ne sommes que des hommes. Pas des dieux. Pas des géants. De simples hommes. Donc, notre objectif est 10 000 vues, plus que notre contradicteur du jour. Le contradicteur est allé à l'école. Le savez-vous, monsieur? Oh bah oui, hein, tout le monde le sait que c'est le meilleur élève de la République et qu'il a été à l'école et qu'il a des diplômes et qu'il est surdiplômé et qu'il est tellement intelligent qu'il est intelligent. Et donc, il nous a exposé la violence du système dans son plus simple appareil. Oui, oui, on peut dire que ce discours se distingue par le fait que la violence du système y apparaît très clairement, à tel point qu'on se demande pourquoi elle n'a pas été soulignée par les médias qui se sont fait l'écho uniquement de l'axe pondérateur de ce discours. Or, ce discours... Bla, bla, bla. Non, mais ce discours, il est d'une extrême violence et je pense que dans le reste du monde, les gens qui dissèquent le discours du présipotent quand il parle de la stratégie de la défense, qui est une stratégie, en l'occurrence, de l'agressivité, eh bien... Il suffit. Dans ces instances, je pense qu'ils ont été très effrayés comme nous avons pu l'être nous-mêmes. Il suffit, c'est le moment du biscuit. Merci. C'est pas un biscuit, ça, c'est un caramel qui tue les dents. C'est le moment de manger. Il y a une leçon à retenir, parmi beaucoup d'autres qui sont heureuses de cette période, c'est que nous avons échoué à bâtir durablement la paix. C'était même pas un biscuit, c'était un bonbon, c'était même pas un caramel qui tue les dents, c'était un bonbon pour se faire plaisir et pouvoir introduire un sujet qui va être extrêmement violent. Ah mais merde. Quoi donc? Le caramel, il était périmé. Ah, désolé. Bon, je suis venu avec une boîte de biscuits, donc je vous ai apporté des biscuits et on va pouvoir manger des biscuits aujourd'hui. Non, c'est donc la programmation du jour, monsieur le réalisateur. Moi, je pense que vous passiez du léger au grave, non? Ah, il y a aussi ce fait que, effectivement, vous avez pu remarquer que dans l'extrait précédent, qui était un extrait du Forum de la paix du 11 novembre que nous avons déjà analysé avec mon compère monsieur Brume, le gorille à plumes que vous connaissez. Moi, ouais. Il y avait un certain ton léger, le présipotent avait l'air jovial, il était souriant. Je vous préviens, cette fois-ci, que nenni,
On vous l'a dit, c'est un discours qui est écouté et disséqué de par le monde dans des instances très très sérieuses, donc notre président est grave. Aussi curieux que cela puisse paraître, aucun chef de l'État n'est revenu ici depuis Charles de Gaulle. C'est d'ailleurs devant vos lointains prédécesseurs, au premier jour de la Ve République, dans un discours resté fameux, que le général de Gaulle avait annoncé, le 3 novembre 1959, il y a maintenant 60 ans, la création de ce qu'il avait alors appelé la force de frappe. Il n'est pas besoin ici de rappeler que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme le disait un auteur dont la fréquentation est recommandée sur ces bancs. Oui, alors... Non, là, moi j'ai rien capté. Oui, parce que je suis un peu limite, en fait, en intelligence. Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Docteur, pouvez-vous nous expliquer qui est ce fameux monsieur? Parce que quand mon président m'exprime que il y a une vérité absolue, écrite par un auteur absolu, mais qu'on ne me dit pas qui c'est, j'aimerais savoir qui c'est. Donc je vais voir un docteur. Oui, bon, ne soyons pas incultes, effectivement. S'il est bon que chacun connaisse sur ses bons cet auteur, c'est car monsieur Karl von Clausewitz, général prussien, auteur de... en Prusse, hein, le mec il est en Prusse. Bon, la lumière sur moi là, hein, parce que je parle de Karl Clausewitz von, qui a écrit von Krieg, journal, livre, qui a été écrit entre 1816 et 1830, 14 ans de travail, dans lequel il formule le principe de guerre absolue et l'ascension aux extrêmes. Une théorie qui implique la recherche de l'anéantissement de l'adversaire, puisque monsieur von Krieg, général prussien, nous l'avons dit, avait connu la guerre éclair, la guerre napoléonienne en 1806, et qu'il avait vu la destruction de son armée nationale, et qu'il en avait gardé une certaine rancœur, ce qui lui a permis d'écrire donc ce petit texte qui depuis est considéré comme l'ouvrage de traité militaire stratégique le plus influent, donc effectivement un livre qui est très connu sur les bancs de l'école de guerre. Vous aurez compris pourquoi notre présipotent y faisait référence, c'est bien entendu parce que il va nous parler de sa stratégie. Allez, magnéto Serge. C'est donc, pour reprendre notre dialectique militaire, à une analyse de situation, c'est-à-dire l'analyse du monde tel qu'il est, et non du monde tel qu'on aimerait qu'il soit, que je voudrais aujourd'hui procéder avec vous, avant de vous exposer mon idée de manœuvre en tant que chef des armées. Alors que les défis globaux auxquels notre planète est confrontée devraient exiger un regain de coopération et de solidarité, nous faisons face à un délitement accéléré de l'ordre juridique international et des institutions qui organisent les relations pacifiques entre États. Ces phénomènes, bien sûr, ébranlent le cadre de sécurité globale et affectent directement ou indirectement notre stratégie de défense. Reste calme. Non. Donc, c'est mal parti ou pas? Eh ben, disons que y a des trucs à noter quand même. Le présipotent, qui est donc le monsieur mandaté pour incarner les pouvoirs publics et la stratégie, et qui nous expose son idée de manœuvre. Il commence par nous dire que le monde est tel qu'il est, et non pas tel que nous voudrions le voir être. Donc c'est hyper mal parti. Oui, c'est une sorte d'anéantissement de la capacité du politique, puisque
Le monde, il n'est pas tel qu'il est, il est tel qu'on le perçoit, et on peut avoir des doutes, et on peut en faire la pédagogie. Et puis, le voir tel que nous voudrions le voir être, ben, c'est ce qu'on appelle avoir un projet. Et le projet, c'est quand même une des caractéristiques de l'élection de M. Macron. Et ensuite, on n'a vraiment pas besoin que la France acte la crise des institutions pour dire qu'elle est irrémédiable. La France a œuvré pour l'élection du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, dont on a déjà dit à quel point ce qu'il propose et ce qu'il analyse est empuissantant pour l'humanité, nous apporte des vrais fondamentaux. Et puis, en face de l'école de guerre, juste de l'autre côté de la place Fontenoy, il y a l'UNESCO. La France, c'est le pays... L'UNESCO, j'en profite pour dire que vous parlez trop. Nous allons écouter un nouvel extrait. Non mais attendez, je voudrais quand même rajouter que la France est le pays hôte de l'UNESCO et que en ce moment, la directrice générale, elle est française. Elle a été au gouvernement Hollande avec M. Macron, c'est Madame Azoulay, il la connaît, il peut lui téléphoner. Non mais elle serait burkinabé, ça changerait pas grand-chose. Par contre, il s'exprime, cet homme. Au lendemain de mon élection, la lutte contre le terrorisme a été ma première priorité. Et elle le restera, car un certain nombre de groupes terroristes se sont déclarés eux-mêmes comme nos ennemis. L'ennemi, c'est une menace qui se concrétise. Nous sommes ainsi, chaque jour, confrontés aux conséquences de la mondialisation, directes ou indirectes, sur notre souveraineté et notre sécurité. La maîtrise des ressources et des flux, qu'ils soient matériels ou immatériels, constitue le ferment de nouvelles stratégies de puissance. La haute mer, les espaces aériens et exo-atmosphériques, le numérique, ces espaces communs qui s'interpénètrent et complexifient notre compréhension des enjeux, deviennent ou redeviennent des terrains de rapport de force et parfois de confrontation. Par leur dispersion géographique, leur simultanéité, leur complexité, ces évolutions étendent de facto le champ et les modalités des confrontations interétatiques possibles. La frontière entre compétition et confrontation, qui nous permettait de distinguer le temps de paix du temps de crise ou de la guerre, est aujourd'hui profondément diluée. Comment on dilue la guerre, docteur? Ben, écoutez, moi je crois qu'on y est. Les choses sont exposées dans leur plus simple appareil, comme nous le disions. Monsieur le Présipotent est le représentant de la compétition absolue depuis les bancs de l'école jusque dans son projet. Et à ce point-là, eh bien, la paix ne trouve plus sa place et c'est ce qu'il est en train de dire à l'ensemble des amiraux, à l'ensemble des généraux, à l'ensemble de l'état-major, et personne n'en parle. Personne n'en parle. Il est colère. Mais ça fait maintenant 1 mois et demi que ça a été dit et ça a pas fait scandale. Alors, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, la guerre est diluée. C'est donc du pipi-chat, toute cette connerie. Donc, la guerre, c'est du pipi-chat, on arrête. Parce que M. Macron est un bon élève et il nous le prouve. La crise du multilatéralisme et le recul du droit face au rapport de force. L'idée même d'un ordre multilatéral fondé sur le droit, où le recours à la force est régulé, où les engagements sont respectés, où les droits créent des obligations qui s'appliquent à tous, cette idée-là est profondément remise en cause aujourd'hui. Cette déconstruction des normes internationales s'inscrit dans une logique assumée de compétition, où seule primerait la loi du plus fort, la réalité du rapport de force.
Il est grave. Calmez-vous, Grave. docteur. Calmez-vous, docteur. Il est où le candidat disruptif Il est où il est où Attends, destructif? Oui, le candidat, pas de Rugy, le candidat disruptif. Bah, il est déjà à peine destructif. Oui, il a viré de Rugy, on le sait, et de toute façon, il servait pas à grand-chose sur ces enjeux-là, on l'aura bien compris. N'empêche que le monsieur, il avait été soutenu par Xavier Niel. Pourquoi Pas pour nous apporter 36-15 Cordula sur un plateau, non, pas pour faire de nous des gens heureux dans un monde où on ferait face aux grands enjeux du développement durable, de la crise climatique, de la crise sociale, et où on trouverait des solutions modernes. C'est pas pour ça. Vous avez beaucoup de problèmes, j'ai l'impression, monsieur. Disons que là, je suis atterré. Moi, je suis atterré, mais lui, il a peut-être encore quelque chose à dire qui va permettre d'aller plus loin. Pouvons-nous être les seuls à accepter de respecter les règles du jeu, les seuls dont la signature sur les engagements internationaux aurait encore une valeur? Serait-ce aujourd'hui devenu une coupable naïveté? Alors là, le raisonnement du Calimero, c'est pas possible. Je veux dire, on n'a jamais été les seuls à respecter nos engagements. Nous ne respectons pas nos engagements depuis 1945. Pour ce qui est des engagements constitutifs de la communauté internationale, donc, par exemple, l'article 26 qui dit que les dépenses d'armement sont un détournement des ressources qui devraient être allouées aux besoins humains, on n'a jamais joué le jeu. Je veux dire, je parlais tout à l'heure du fait qu'il pourrait téléphoner à Madame Azoulay, mais le général de Gaulle, auquel il faisait référence concernant le lancement de la force de frappe, il n'a jamais appelé René Maheu, qui était pourtant le directeur général de l'UNESCO en 1962. Et c'est une époque où il a osé dire que l'ONU était un machin que tout le monde tripote parce qu'on se prenait des résolutions tous les mois pour nous demander d'arrêter de faire des conneries en Algérie et de faire des essais nucléaires pour devenir un pays doté. Vraiment, on n'a aucune leçon à donner. Non, on peut pas dire ça. Ah si, on va le dire parce que... On est des gentils. Parce que franchement... pour ce qui est des alternatives, dans ce discours, il n'y a rien. On est des bons petits soldats, voire des robots, ou pas. La technologie est en effet à la fois un enjeu, un perturbateur et un arbitre des équilibres stratégiques. Le déploiement de la 5G, le cloud pour stocker les données, ainsi que les systèmes d'exploitation sont aujourd'hui des infrastructures stratégiques dans le monde contemporain. L'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les applications de la physique quantique ou encore la biologie de synthèse est porteuse de nombreuses opportunités, mais également source de futures instabilités. Porteur d'innovations sans limite, le numérique innerve tous les milieux physiques. Devenu lui-même un champ de confrontation à part entière, sa maîtrise exacerbe les rivalités entre puissances, qui y voient un moyen d'acquérir la supériorité stratégique. Innervé, juste pour info, parce que c'est un mot qui a été utilisé précédemment. Innervé, c'est fournir en éléments nerveux une partie de l'organisme. Alors, je me propose, pour calmer le docteur qui est... Innervé, faire monter la tension. Je suis sous tension, mais alors à un point. Bon, en gros, il va pas bien. Alors, on va essayer de faire redescendre la tension. On va sortir de ce débat.
et écouter quelqu'un qui pense autrement. On est dans un processus d'accélération exponentielle de la catastrophe. On entend parfois dire qu'il faut aller plus vite dans la transition ou la révolution écologique. C'est une plaisanterie. La transition écologique n'a pas commencé. Si vous permettez, je vous donne juste un seul exemple. En ce moment, on est en train d'attribuer les fréquences de la 5G. Personne ne se pose la question. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est un défi stratégique. Vous savez, normalement, quand on fait une action, on voit ce qu'on perd et on voit ce qu'on gagne. Tu vois, la 5G, on se précipite dedans. On ne sait pas très bien ce que ça va apporter, mais on trouvera des utilisations, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce que ça va nous coûter ? Bon, les effets des ondes sur la santé, moi, je ne crois pas que ce soit un très gros problème, pour être honnête. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va multiplier par 3 la consommation des opérateurs en quelques années. On est dans une période où l'économie d'énergie devrait être notre obsession. Si nous étions sérieux et rationnels, ce serait notre obsession. Là, on va multiplier par 3 une consommation qui est une part non négligeable du bilan national. Ensuite, on va également extraire de nombreux matériaux pour multiplier les relais. On va devoir créer des milliards de téléphones portables nouveaux pour se connecter à cette nouvelle technologie, alors même que le seul salut du numérique aujourd'hui, ce serait de le pérenniser. Donc on a exactement tout faux. Sans compter l'augmentation de la fracture numérique, les risques de cybersécurité, la désocialisation que ça induit sur les enfants et les brouillages sur les fréquences météorologiques. Enfin, c'est pas comme si on avait un problème climatique qui rendait la météo importante. Hein. C'est certainement pas ça. Et donc, on a un coût gigantesque pour la 5G dont on ne débat pas, parce qu'il faut le faire. On est en fait des gamins dans leur cours de récréation qui veulent jouer avec leur nouveau joujou. Mais bien sûr que quand elle sera là, on s'en servira. Moi aussi, j'ai un smartphone et moi aussi, j'utiliserai la 5G. Et on sera bien content d'avoir je ne sais quel petit gadget en plus. Mais le coût est littéralement exorbitant. Espèce de connard! Laisse-moi mon joujou. Je veux mon joujou. Oh, t'as bien entendu, oh, Aurélien. Dis donc, bien sûr que la stratégie, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de s'occuper des êtres vivants. La question, c'est les autres, ils veulent nous détruire. Donc nous, on veut détruire les autres. Parce qu'on n'a pas le choix, tu comprends? Le monde, il est tel qu'il est. Ok? Alors, si tu comprends pas, Aurélien Barraud, eh ben, moi, je te mets un canon sur la tempe, tu vois, hein? Et puis, là, maintenant, tu comprends mieux? Oh, dis donc! En ce sens, elles augmentent les risques de dérapage et appellent à la mise en place de mécanismes de déconfliction robustes et transparents. Étant bien conscient qu'en ce début de XXIe siècle, ni les hommes, ni les États n'ont dit adieu aux armes. Ces diverses situations au contact peuvent à tout moment déboucher sur une crise ouverte entre des États qui semblent avoir oublié la raison du plus jamais la guerre pour un hypothétique « pourquoi pas la guerre ». Non. Pleure. Bah, tu pisseras moins, quoi. Non? Il va pas bien. Bon, allez, on continue. Comme à chaque fois que nous sommes confrontés à des défis historiques, notre réaction doit être la même. L'audace et l'ambition renouvelée. Il a dit Einstein, quand quelqu'un crée un problème, tu peux pas lui faire confiance pour le résoudre. La refondation de l'ordre mondial au service de la paix doit être notre cap. Et la France et l'Europe y ont un rôle historique à jouer. La crise du régime de maîtrise des armes conventionnelles en Europe laisse entrevoir d'ici 2021 la possibilité d'une pure compétition militaire et nucléaire sans contrainte, comme nous n'en avons plus connu depuis la fin des années 1960. Je ne décris pas là un impossible ou un futur lointain, simplement ce qui est en train de se faire depuis plusieurs années sous nos yeux. Car l'escalade non contrôlée d'un conflit local en guerre majeure est l'un des scénarios les plus préoccupants aujourd'hui qu'une série de mesures simples et de bon sens pourrait efficacement conjurer.
Alors, quand Monsieur le Président parle de mesures simples et de bon sens, nous, on se demande pourquoi, depuis le début de son discours, il ne fait pas référence aux objectifs du développement durable, à la coopération internationale et à M. Gutiérrez. Comment il fait pour faire une telle contrepétrie dans son raisonnement? Il y a une raison toute simple et on va l'écouter. J'entends parfois beaucoup de bruit, mais je préfère regarder les faits. La France est un acteur militaire crédible, qui est présent au combat sur le terrain et qui paie le prix du sang. Alors là, non. Non. Là, franchement, tu te tais. Tu ne dis pas ça. Tu ne parles pas du prix, des hurlements, de souffrance, des blessures. Tu ne fais pas référence au pathos, toi qui ne sortiras jamais du confort de l'état-major. Non, tu le fais pas, même pour justifier l'inacceptable et l'injustifiable. Non. Ah ouais, là vous êtes cash, docteur. Ah non. Ah oui. Le service actif, ça peut faire tourner la tête. Un présipotent, un représentant mandaté des pouvoirs publics, le président de la République, il a un discours à mener qui ne peut s'appuyer sur une sorte de chantage aux hurlements viscéraux que les blessures peuvent créer et à l'anxiété que ça peut générer en termes de pathologie chez les anciens combattants. On a touché le fond, allons-y au bout du bout. La défense est au cœur de notre souveraineté. Au lendemain de la guerre froide, une vision idéaliste a accrédité l'idée que le monde était devenu moins dangereux et a conduit à réduire progressivement la part de notre richesse nationale consacrée à la défense. C'était, au fond, l'époque des dividendes de la paix. Ce choix, cette réorganisation des priorités budgétaires pouvait sembler justifiée alors que des arsenaux considérables avaient été accumulés de part et d'autre du rideau de fer. Mais j'ai décidé qu'un effort budgétaire inédit serait accompli dans le domaine de la défense. C'est un effort majeur et durable. Donc, les choses sont claires. L'antithèse des ODD est incarnée et maintenant le canon est pointé. Vous l'aurez sûrement compris, ce discours du président n'est pas un discours qui doit permettre à l'ensemble du monde de se dire qu'on va vers des lendemains florissants. Soyons clairs, les sujets dont nous parlons sont trop stratégiques et importants. Il faut que les mots prononcés soient suivis d'actes en conformité et que la durée soit au rendez-vous, car nous parlons là de programmes de long terme. Ce sur quoi j'ai engagé notre nation sera tenu dans la durée, avec force. Que nul ne perde d'énergie à chercher à le revisiter. Que nul ne perde d'énergie à chercher à le revisiter, dit-on avec candeur en regardant ses pieds quand on est le président de la République. Non, ne continuez pas votre... Non, on arrête la métaphore de la sodomie, monsieur. Encore une pour la route? J'ai la responsabilité de protéger la France et les Français contre toute menace d'origine étatique, contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elles viennent et quelle qu'en soit la forme. Cette responsabilité ultime, au cœur de la fonction présidentielle, je l'assume chaque jour avec la plus grande détermination. Elle s'exerce par la dissuasion nucléaire. Si d'aventure, un dirigeant d'État venait à mésestimer l'attachement viscéral de la France à sa liberté et envisager de s'en prendre à nos intérêts vitaux,
quel qu'il soit. Il doit savoir que nos forces nucléaires sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables Par le pouvoir du crâne ancestral. Moi, Musclor, il me faisait rêver quand j'étais petit. Ah, moi aussi. Non, c'est vrai. Hein. Moi, j'aimais bien Musclor. Franchement, maintenant, je dois bien avouer que quand il invoquait le pouvoir du crâne ancestral, il changeait de forme. Hein, et c'était plus tout à fait le même. Ouais, mais c'était contre un méchant. Et notre président, il devrait se défaire de cette espèce d'épée de Damoclès que le monde a depuis maintenant 70 ans et qui fait que tout est verrouillé. Son travail à lui, ce serait bien plutôt de ne pas rentrer dans cette paranoïa et de l'alimenter. On est le service anti-violence. Hein. On n'est pas là pour manger des granolas, on est là pour vous donner des biscuits, pour y réfléchir ensemble, et vous aurez certainement pu apprécier que ce discours, il mérite d'être réfléchi, et on vous encourage à aller voir les 1h15, parce que dedans, il y a vraiment de quoi nourrir sa réflexion. Alors, moi, je vais finir mon biscuit pendant qu'on écoute un dernier, un dernier biscuit, parce que alors là, celui-là, il est magique, mais j'ai pas le choix. Il faut que je vous fasse écouter ça. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous confronter à l'imperfection du monde et d'affronter avec réalisme et honnêteté les problèmes qu'il nous pose. C'est de la violence à l'état pur. Mais ça n'existe pas, la violence. Il n'y a que la tendresse. Et nous sommes là, au service anti-violence, pour démontrer que la tendresse existe. Merci à M. Macron de nous avoir montré le fond de son âme. Il y a un certain nombre d'initiatives à empuissanter, un certain nombre de choses à faire. Il y a le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été signé en 2017 et qui sera examiné. On est dans un monde, il va nous expliquer qu'on est dans un monde où il y a des traités qui ont été signés qu'on ne respecte pas. Bah, ça c'est bon, on avait déjà capté que personne fait gaffe à... Non ? Oui, sauf que il y a 122 pays qui l'ont soutenu, ce traité, qu'il sera bientôt ratifié puisqu'il y a plus de 50 pays qui sont en cours de ratification, et que ça fait déjà plus de 60 ans que la pédagogie est faite sur ce sujet par la Commission du désarmement à l'ONU, que le TNP qui sera examiné en mai à New York, si la conférence est maintenue, eh bien, c'est un traité qui a 50 ans et qui a montré ses limites, et qu'un traité d'interdiction permettrait à monsieur Macron de ne plus faire référence à ce danger inacceptable, puisqu'il l'a qualifié comme étant inacceptable. Effectivement, les conséquences humanitaires des armes nucléaires, elles sont inacceptables. Une ogive aujourd'hui, c'est 10 fois Hiroshima et Nagasaki réunis. C'est non pas la région parisienne qui est réifiée, mais une bombe qui vise Paris, ça atteint de la Normandie jusqu'au Berry. Faut bien le comprendre. Alors, personne ne sait où est le Berry. Donc on s'en fout. Dites pas des choses pareilles. Il y a d'autres choses aussi. Je veux dire, il y a le fonds vert pour l'écologie, la transition. 100 milliards qui, depuis 2015, n'ont pas trouvé de financement. Et M. Macron, il se paye le luxe de dire qu'il augmente les crédits sur les questions militaires. L'article 26, c'est au mépris de l'article 26 qu'on a déjà cité dans cette émission. On a compris. Il y a le fait que depuis 40 ans,
Nous n'avons pas tenu nos engagements sur l'aide au développement qui devrait être financée à hauteur de 0,7% de notre PIB, ce qui fait que M. Macron, s'il veut être constructif, eh ben, il paye la dette de 300 milliards que nous avons vis-à-vis des institutions internationales et du reste du monde. Et voilà, là, on donne de l'espoir, là, on crée de l'alternative, là, on a un discours qui peut inspirer notre état-major et nos généraux pour leur dire qu'ils vont défendre la paix. Il était en forme, il était en forme. Moi, je suis ravi de vous avoir vu pour cette émission spéciale, absolument extraordinaire, parce qu'elle était spéciale, comme nous, comme vous, comme tout le monde. Et puis, je vais faire un effet. Ah. Ouais, regarde. C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier? Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Vous l'aurez compris, nous sommes en guerre. J'ai une certitude. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences.